Dans l'ombre des forêts, le long des cours d'eau, au creux des montagnes, autant d'endroits où peuvent se trouver le va-nu-pied, le vagabond ou encore l'homme de la montagne. Cet être à la fois admiré et craint a une histoire à raconter. Comment côtoyer la lumière divine, puis tout à coup se retrouver dans la brume des enfers? Comment inspirer à la fois courage et peur? Comment être l'image de péché et devenir un des meilleurs compagnons de l'enfance? Nous allons remonter le temps, traverser les époques, les pays, pour mieux comprendre l'histoire de l'ours brun. Notre histoire débute au Pléistocène, entre moins 2,6 millions d'années et moins 11 000 ans, avec les ancêtres de l'ours, à savoir l'ours des cavernes en Europe et l'ours à face courte en Amérique. Ils se sont tous les deux éteints à cause de la dernière glaciation il y a environ 11 700 ans. Ouais, l'histoire aurait carrément pu s'arrêter là, mais tu te doutes bien que ce n'est pas le cas, et cela notamment grâce aux ancêtres de tous les carnivores, j'ai nommé les Myacidés. Ceux-ci vivaient il y a à peu près 50 millions d'années et ils ont survécu. Si on accélère un peu le temps, on se retrouve il y a 25 millions d'années, avec le premier animal de la lignée des ursidés, tel que nous la connaissons aujourd'hui, Ursavus helmensis. Allez, dernier bond en avant pour découvrir notre ours brun actuel, apparu il y a environ 600 000 ans. C'est pas une collab, mais je fais juste une petite parenthèse pour te présenter les deux livres qui m'ont aidé à construire cet épisode. En premier, il y a celui de Michel Pastoureau, L'ours, histoire d'un roi déchu. Et pour être honnête avec toi, c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai eu l'idée de faire des vidéos sur les animaux. Et il m'a en quelque sorte convaincu de continuer, tout simplement. Les faits et histoires qui y sont racontés sont très prenantes et intéressantes. Je te le recommande vivement si l'histoire des ours au travers des époques t'intéresse. Parce que oui, je vais en parler par la suite, mais je suis loin d'avoir raconté toutes les histoires, et heureusement. Donc fonce parce qu'il reste encore plein d'anecdotes croustillantes. Le second est intitulé L'ours, l'autre de l'homme, écrit par Rémi Mareux, qui est tout aussi incroyable. Il y décrit l'ours et ses rencontres avec lui d'une façon qui te donne envie de prendre ton sac à dos et d'aller les observer. J'ai adoré le fait qu'il inclut dans son livre des conférences et vidéos sous forme de QR code. Ça permet vraiment d'appuyer ces textes, voire de les approfondir. Et pour ma part, il a totalement complété le premier livre dont je t'ai parlé et je te le recommande également. Bien, je ferme la parenthèse et avant de continuer notre histoire, je vais te présenter un peu plus en détail notre compagnon du jour. Comme évoqué précédemment, notre ours brun fait donc partie de la famille des ursidés. On peut le trouver en Amérique du Nord, en Eurasie et en Russie, principalement dans les forêts et zones montagneuses. Il faut savoir qu'il existe 6 sous-espèces d'ours bruns, dont font partie l'ours brun d'Eurasie, l'ours brun Isabelle qui vit en Himalaya, celui de Syrie, celui qui vit au Kamtchatka, l'ours Kodiak qui vit en Alaska et le grand grizzly. Cela nous donne une indication sur le fait qu'il y a donc des ours bruns un petit peu partout sur la planète. Et il faut savoir que la taille et le poids de cet animal varient selon son milieu de vie et selon le moment de l'année. C'est pour ça qu'il peut donc y avoir une grande variation de poids et de taille, pouvant aller de 1,50 m à 3 m de long et de 300 à 700 kg pour les plus imposants. On considère l'ours comme un carnivore, mais cela est plutôt dû à son système digestif qu'à son alimentation, car en réalité, il est davantage omnivore puisqu'il se nourrit de ce qu'il trouve sur son lieu de vie, comme des baies, du miel, oui, c'est pas une idée reçue, des plantes ou encore du poisson. Cet animal robuste doit uniquement se méfier des loups envers les oursons et de l'homme, bien sûr. Il peut vivre entre 30 et 40 ans en moyenne. Je suis myope. Ouais, je sais, on s'en fout un petit peu et c'est pas forcément une fierté, mais sache que si toi aussi tu l'es, t'as au moins un point en commun avec moi du coup, mais aussi avec l'ours brun.
Ouais, il possède un excellent odorat et une très bonne ouïe. Il est myope. Il voit d'ailleurs mieux de nuit, ce qui n'est vraiment pas mon cas, mais bon, passons. Quelques compétences à ajouter à son CV. C'est un très bon nageur. Il est endurant. Il peut parcourir 15 à 20 km en une seule nuit. Je te mets au défi de faire pareil. Petite dernière pour la route. On dirait pas en le voyant comme ça, il a un air un petit peu pâteau, mais il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Si on passe un peu notre ami au scanner, on s'aperçoit qu'il a une bosse au-dessus du cou. Celle-ci est une véritable réserve de graisse. Mais attention, ne va pas penser que ce n'est que des couches de graisse qui font de ce gros nounours un animal aussi imposant. Sa musculature puissante lui permet de porter de très lourdes charges et de se tenir sur ses pattes arrière. Ne va pas non plus penser que ce n'est qu'une grosse brute sans aucune grâce. Non, 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 il peut se montrer très délicat, comme lorsqu'il cueille des fruits. Il utilise alors ses griffes comme un peigne pour les cueillir. Il fait ça notamment avec les baies ou les myrtilles. Les ours mangent pas mal de myrtilles. Ses griffes se trouvent au bout de ses 5 doigts et sont non rétractiles. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, à l'instar du chat, les sortir et les rentrer. Et voilà, nous les chats, encore supérieurs. Alors, sans vouloir te froisser, je ne pense pas que tes griffes à toi mesurent une dizaine de centimètres. C'est désagréable. Je disais donc, l'ours se sert de ses griffes pour cueillir les baies, mais aussi pour creuser et chercher des insectes, ainsi que pour grimper aux arbres. Cela nous rappelle qu'il vit dans un milieu où il a besoin de se protéger du froid et des agressions, que ce soit d'autres animaux ou bien de la vie forestière tout simplement. Et pour cela, il s'est créé une armure super résistante. Oui, on peut dire ça comme ça. Il s'avère qu'en fait, il a 3 couches de poils. Une première qui s'appelle le poil de bourre, avec des poils plutôt courts et laineux. Une couche de poils intermédiaire et une dernière qui s'appelle le poil de jarre, qui est plutôt long et solide. Waouh, c'est trop cool. Moi aussi je peux le faire. Disons que tu n'en as pas vraiment besoin. Toi, t'as déjà un lit, une couette, des plaids. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner. Bien, je vais peut-être pouvoir continuer. Je sais pas si t'as déjà vu un ours marcher, mais il a une démarche, un peu chaloupée. Et si, tu sais, il balance un peu ses hanches comme ça, là. Eh bien, c'est dû au fait qu'il soit plantigrade des pattes postérieures et digititrade des pattes antérieures. Attends. Je comprends rien, là. C'est quoi plantigrade et digititrade? Oui, pardon, je me suis un petit peu emballée. Eh bien, plantigrade, ça veut dire qu'il marche sur la plante des pieds, et digititrade, qu'il marche sur les doigts. La plupart des animaux sont soit l'un, soit l'autre, mais lui, non. Lui préfère avoir une démarche originale, pas faire comme tout le monde. Enfin voilà quoi, il fait ce qu'il veut, c'est le roi de la forêt. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'ours est omnivore, mais cela pose un réel problème, car ses ancêtres se sont nourris pendant plusieurs millions d'années principalement de viande. Cette alimentation, essentiellement carnée, a eu pour conséquence de développer une véritable physiologie de carnivore chez l'ours. En effet, il a un petit estomac et ses intestins sont extrêmement courts en comparaison de ceux des herbivores par exemple. Ce qui fait qu'une grande partie de ce qu'il mange transite très rapidement. Et du coup, il doit absorber une masse considérable de nourriture pour fixer une quantité relativement faible d'éléments nutritifs. Et tout ça parce que du coup, physiologiquement parlant, il n'est pas vraiment fait pour manger autre chose que de la viande. Et là, tu vas certainement me dire, mais pourquoi il ne mange pas que de la viande? C'est complètement stupide. Alors oui, ça peut sembler stupide, mais je pense tout simplement qu'il fait avec ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup moins de ressources animales qu'il y a pu y avoir à une certaine époque. Du coup, il s'est un petit peu adapté, il s'est dit, bon ok, il y a moins de ça, on va essayer de tenter de manger autre chose, puis finalement ça se fait, et puis voilà quoi. Ça explique son légendaire appétit.
Maintenant qu'on a défié le mythe selon lequel l'ours n'est qu'une grosse feignasse qui mange toute la journée, parce que quand même c'est trop cool de manger, passons à la reproduction. Au début de sa vie, les grelots de l'ours sont intra-abdominaux, c'est-à-dire qu'ils sont à l'intérieur. Et ils ne descendent qu'à partir de l'âge où il atteint sa maturité sexuelle, donc à partir de 4 ans. La femelle, elle, est mature entre 3 et 5 ans. Et petite info bonus si t'es un peu curieux, l'engin de l'ours mesure en moyenne 32 cm. C'est comme ça, c'est gratuit, t'en fais ce que tu veux. La femelle va s'accoupler avec plusieurs mâles vers fin mai-juin. Il faut savoir qu'il existe chez les ours, mais aussi chez d'autres espèces, ce qu'on appelle le phénomène d'implantation retardée ou diapause embryonnaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce phénomène incroyable est une adaptation aux conditions climatiques permettant de reporter la mise bas pour laisser toutes les chances aux oursons de naître et grandir dans des conditions favorables. En fait, quelques jours après la fécondation, il y a un arrêt du développement de l'embryon. Comme ça, l'implantation dans l'utérus n'aura lieu qu'au moment le plus opportun, c'est-à-dire en automne vers octobre-novembre. Mais si la femelle n'a pas un état d'embonpoint nutritionnel suffisant, l'implantation n'aura pas lieu et les fœtus seront résorbés. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'elle aurait de toute façon pas pu les nourrir. La gestation dure environ 220 jours en tout, mais à peu près 50 à cause de la diapause et de l'arrêt du développement de l'embryon. Suite à cela, 1 à 3 oursons vont naître en janvier ou en février après l'hivernation. Les femelles ne se reproduisent que tous les 3 ans après avoir émancipé leur progéniture. Pendant ce temps, ils apprendront à discerner les bonnes plantes de celles toxiques et, entre autres, à grimper aux arbres au moindre signal d'alerte. Étant donné cette longue période entre chaque reproduction pour élever les petits, il n'y a que 30% de femelles disponibles chaque année. Les mâles vont alors devoir batailler sévère pour s'accoupler. Proportionnellement à sa taille adulte, l'ourson est le plus petit mammifère nouveau-né. Il ne pèse qu'environ 300 à 400 grammes et mesure environ 30 cm. Il est d'ailleurs très vulnérable à la naissance puisqu'il est aveugle, sourd et nu. Clairement, il n'a que le mérite d'exister. Il n'ouvrira les yeux qu'à partir de 3 semaines et sera sevré vers 6-8 mois. Attention, fait beaucoup trop mignon, les oursons ronronnent lorsqu'ils tètent. Un petit peu moins mignon, mais réaliste. Comme chez beaucoup d'espèces, le mâle peut tuer les petits d'une femelle pour pouvoir la féconder plus rapidement. Voilà. Mais si on parlait de l'hibernation plutôt, non ? Ouais, on va faire ça, hein. Oui, nous allons parler de l'hibernation, mais avant quelques petits détails sur le comportement de notre ours. Alors, il est plutôt solitaire, même si les ours peuvent se rassembler près de sources de nourriture, comme lorsque le saumon remonte les cours d'eau. Si vous avez vu le dessin animé Frères des ours, c'est à peu près ça. Ils peuvent d'ailleurs être très joueurs lorsqu'ils se regroupent ou quand ils sont petits. Ça dépend comme nous de leur caractère, certains vont préférer s'isoler. On a tous cette image de l'ours qui se frotte le dos contre les arbres. Pour beaucoup, ça vient du livre de la jungle avec Balou, qui est d'ailleurs un ours lipu, l'ours des Indes, et non, c'est pas un ours brun. Et ça lui permet de laisser son odeur et de se débarrasser des parasites. Il marque également les arbres avec ses griffes et laisse des excréments pour marquer son territoire. Il est également connu que l'ours hiberne. Non, j'hiberne pas. Mais comment ça, il hiberne pas ? Tout le monde sait qu'il va hiberner dans une grotte pendant l'hiver. On nous a quand même pas menti sur ça. Non, je te rassure, c'est simplement qu'en réalité, l'ours hiverne. Va falloir que tu m'expliques là. Il y a en effet 2 termes distincts. Donc l'hibernation, que tout le monde connaît, et l'hivernation, avec un V. Je vais t'expliquer la différence. Alors, le fait d'hiberner, je pense que tout le monde connaît à peu près, mais je vais rapidement refaire un point dessus pour pouvoir comparer. Ça signifie que l'animal se met dans un état léthargique, accompagné d'une forte diminution de la température corporelle. De plus, les activités physiologiques et le métabolisme sont restreints au minimum vital. Les réveils sont rares mais périodiques et de plus en plus fréquents en fin d'hibernation. Je vais faire une petite parenthèse pour évoquer que chez les animaux qui hibernent, une partie du cerveau présente les mêmes symptômes que la maladie d'Alzheimer, mais ceux-ci sont réversibles.
Des études sont donc menées pour comprendre les mécanismes du retour à la normale, ce qui pourrait apporter des solutions pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ce qui est plutôt très très cool. Et c'est pareil pour la masse musculaire qui ne réduit pas même après des mois d'inactivité. Alors que chez l'homme, on passe des mois sans activité physique, on se remet pas comme ça. Par exemple, la protéine des muscles diminue de 20% en 3 mois d'inactivité et se stabilise chez l'ours, alors que chez nous, on a les mêmes données, mais cela va s'aggraver avec le temps au lieu de se stabiliser. En ce qui concerne la force musculaire, celle-ci diminue de 20 à 29% en 3 mois chez l'ours, alors qu'elle diminue de 54% en 3 mois chez l'homme. Fin de la parenthèse. On a donc vu l'hibernation, et maintenant je vais t'expliquer l'hivernation, qui signifie plutôt en état de somnolence, adopté en période hivernale par certains animaux, et caractérisé par de nombreux réveils et une baisse modérée de la température corporelle. Les activités physiologiques sont maintenues et les organes vitaux restent à température normale, ce qui permet de réagir vite en cas de danger, ce qui n'est pas forcément le cas pour les hibernants. L'ours, quant à lui, ne mangera, ne boira, n'urinera et ne déféquera pas pendant toute la durée de l'hibernation. Cela peut durer chez lui de 4 à 7 mois selon les températures, plus il va faire chaud et moins ça va durer longtemps. Son métabolisme va chuter de 75%, sa température corporelle va baisser de 4 degrés, il atteindra les 20 battements de cœur par minute et aura une fréquence respiratoire de 1 par minute. Voilà, j'espère que vous n'effectuerez plus l'erreur de dire que l'ours hiberne parce que non, l'ours hiverne. Et j'espère que c'était assez clair la différenciation entre les deux. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec notre invité du jour, nous pouvons reprendre notre histoire. Si je te demande qui est le roi des animaux, tu vas sûrement me répondre le lion. Et tu n'auras pas complètement tort, puisqu'aujourd'hui, c'est bien le cas dans les croyances populaires. Mais est-ce que tu sais que ça n'a pas toujours été le cas et que le lion n'a pas été placé sur le trône comme ça, par pur hasard ? En effet, l'ours a été pendant longtemps considéré comme le roi de la forêt et de tous les animaux, surtout en Germanie, où il était considéré comme un être à part, un intermédiaire entre le monde des bêtes et celui des humains, et voire carrément un ancêtre ou un parent de l'homme. Cependant, il y avait aussi des rumeurs en sa défaveur, l'associant à nombre de péchés et lui créant alors une image beaucoup moins flatteuse. Nous allons retracer ensemble l'histoire symbolique de l'ours. Comment est-il passé du roi des animaux à un animal dénigré et méprisé pour finalement réintégrer peu à peu le cœur des gens? L'ours, le roi de la forêt. L'ours, en des temps reculés, a en premier lieu été le symbole d'un courage guerrier, comme chez les Romains par exemple. Tout le monde a connaissance des cirques romains, où l'ours apparaissait très souvent pour effectuer des combats entre animaux ou même avec l'homme. On voulait alors savoir quel animal était le plus fort. Est-ce que nous, êtres humains, étions capables de le combattre, voire de gagner contre lui ? Mais il s'avère que la plupart du temps, c'est l'ours qui gagnait. Il y a donc cet aspect où les hommes voulaient comparer les forces, affronter cet animal fort et robuste. Mais il y a par ailleurs l'ours comme symbole de clan, comme ce fut le cas en Chine. Là-bas, il fut un symbole de protection des clans parmi les plus utilisés. On remarquait sa force, son agilité et sa rapidité étonnante au vu de sa masse. Imiter la respiration de l'ours pour obtenir la maîtrise du souffle est d'ailleurs devenu un exercice taoïste, peut-être lié à l'hibernation, qui est vu comme une résurrection. Les mouvements de l'ours en général ont inspiré des arts martiaux. Les pattes d'ours, quant à elles, ont longtemps été considérées dans ce pays comme un mets raffiné. Pour les Amérindiens, l'ours est une figure d'autorité, de force et de courage. On dit également que c'est un guérisseur, un protecteur.
il est lié à la médecine et à la guérison, puisque même s'il est blessé, il continue à se battre. Ses griffes sont d'ailleurs utilisées en collier ou en bracelet pour protéger les guerriers. Les chefs amérindiens appartenant au clan de l'ours défendent ce qui est juste et se battent pour ce qui est bon et vrai. L'ours, en tant qu'animal totem, nous apprend à être équilibré. Il est très sage, protecteur de ceux qu'il aime. Il fait preuve également d'une force incroyable dans les moments difficiles. Dans la mythologie abénaquise, donc un des premiers peuples d'Amérique du Nord, il existe une petite histoire selon laquelle la grande ours serait poursuivie chaque nuit par 3 chasseurs. Celle-ci serait alors tuée chaque automne, son sang coulerait alors sur la terre, ce qui expliquerait la couleur brune des feuilles. Cependant, la grande ours renaîtrait au printemps et ce cycle se répéterait indéfiniment. Tout ceci est très très poétique, mais il y en a qui le sont beaucoup moins. Bienvenue chez nos amis les Vikings, où l'ours est un animal sacré pour Odin et a fortement inspiré les berserkir, les guerriers vikings d'Odin les plus légendaires. Ces soldats allaient au combat seulement vêtus d'une peau d'ours. Ils combattaient avec une frénésie quasi mystique, s'inspirant de la férocité, du courage, de la force et de l'indestructibilité de l'ours. Par ailleurs, les guerriers danois pouvaient boire le sang d'un ours vaincu ou prendre un bain de sang pour s'investir des forces de la bête. Charmant. Oui, je te le fais pas dire. Après la symbolique guerrière, l'ours a eu une symbolique plutôt royale. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIe siècle, cet animal se devait d'apparaître dans les ménageries. Il était d'ailleurs souvent offert aux rois ou aux personnes de prestige, ce qui était un signe de bon pédigré. Il serait également raconté que l'ours apparaîtrait dans certaines généalogies, comme en Scandinavie au XVIIIe siècle, où il ferait partie de la généalogie de la cour du Danemark. Bah voyons, rien que ça, on y croit ou on n'y croit pas, hein, je vous laisse en juger. En étant un petit peu plus subtil que ça, il était avant tout reconnu comme le roi de la forêt. Les ours occupent une place de premier plan au sein de la mythologie finlandaise. Oui, les peuples finno-ougriens considéraient les ours comme des animaux sacrés et les honoraient en leur vouant un respect mêlé de crainte. Aujourd'hui encore, les Finlandais continuent de le surnommer le roi de la forêt. Nous allons à présent nous diriger vers la dernière destination de cette partie, une destination plutôt connue et remplie de légendes. Je pense que ça va vous dire quelque chose. Et oui, vous l'avez deviné, nous allons faire un petit tour du côté de la culture celtique. L'ours est ici associé à la fonction de pouvoir. On le voit avec par exemple le roi Arthur, car ce prénom provient du nom celtique ours, Arthos. Pour ceux qui ont regardé la série Kaamelott, déjà je vous aime beaucoup, et c'est indiqué dans certains épisodes. De plus, en creusant un petit peu plus loin, on s'aperçoit que Arthur réussit à retirer Excalibur du rocher un 2 février, qui est la date de la fin de l'hivernation. Également, le roi décède à la Toussaint, qui est la période du début de l'hivernation. On peut donc en déduire une grande place faite à l'ours dans cette culture. Ok, donc ici on se rend compte que l'ours est présent un petit peu partout dans le monde, et qu'il a plutôt bonne réputation, le Bouguin. On lui voue des cultes, on remarque ses qualités, franchement, l'histoire commence plutôt pas mal. Hein. Bah, j'espère qu'il en a bien profité parce que ça va pas tarder à changer. Les ennuis commencent. Pour cette partie, je tiens à préciser que je vais présenter des faits et que je n'exprime en rien mon opinion personnelle. Ok, allons-y. Malheureusement,
Tout ce culte autour de l'ours ne plaît pas forcément à tout le monde et notamment à l'Église. En effet, la pratique de rituels en faveur de cet animal pouvait être dérangeant. En additionnant le fait que l'Église, à ce moment-là, voulait prendre de l'ampleur et christianiser les populations, ça va donner naissance à une guerre acharnée envers l'ours, qui devient alors victime de son succès. L'idée première était la christianisation des peuples païens, parce que c'est surtout eux qui vouaient un culte à l'ours, et ils apparaissaient comme des êtres primaires aux yeux des chrétiens. Il fallait alors absolument changer la vision de l'ours, le rabaisser pour laisser place à un autre dieu, non animal cette fois. Va alors commencer une propagande selon laquelle l'ours serait incontrôlable, redoutable, un symbole de sauvagerie, et serait doté d'un penchant plutôt obsessionnel pour, vous savez, ce que font les grandes personnes, quoi. Ou les ours, du coup, a priori. De plus, il y a beaucoup trop de ressemblances avec l'homme. Bah ouais, il peut se tenir debout, il peut tenir des objets, enfin, des bouts de bois, mais ça compte quand même. Et c'est vraiment pas tolérable. Parce que l'homme est censé être au-dessus des animaux, un être à part qui se confond pas avec les bêtes. Moi, je pense plutôt que c'est eux qui nous ont copiés parce qu'on est trop cool. C'est ça, mon gros, te laisse pas faire. Respecte-moi, par contre. Pardon. Alors, reprenons. Et il faut savoir qu'on va pas se contenter de changer son image. On va carrément le diaboliser, on va lui faire la guerre. C'est-à-dire qu'au 4e et 5e siècle, il va figurer parmi les créatures qui accompagnent le diable, un attribut qui incarne presque tous les vices du mal. Au 12e siècle vient le temps de Charlemagne, durant lequel on massacre les ours. Surtout en Allemagne car il est trop vénéré dans ce pays et ça peut clairement plus durer. On va même, tenez-vous bien, jusqu'à lutter contre les arbres. Ouais, les arbres. Bah oui, parce que les forêts, c'est le lieu de vie de l'ours, hein, donc... Bah ouais, les arbres, faudrait se réveiller, faudrait suivre un petit peu... Vous avez pas vu que... On faisait la guerre aux ours et vous les hébergez, ça va pas du tout. Bref, ça se passe de commentaires, la population de cet animal décroît alors énormément en une trentaine d'années seulement. En plus de ça, la médecine du Moyen-Âge utilisait la bile d'ours contre la stérilité, la calvitie, l'épilepsie, la rage ou encore la goutte. Pour beaucoup de choses donc. On use de tous les moyens possibles et imaginables pour affaiblir la vénération portée aux ours comme les saints aux ours. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de Colomban, un des plus anciens saints à l'ours, parce que oui, il y en aurait eu beaucoup. Pour la petite histoire, lors de l'un de ses voyages, Colomban fut surpris par un violent orage et se réfugia dans une grotte où se trouvait un ours qui ne voulait visiblement pas partager son logis. Un combat s'amorça alors jusqu'à ce que le saint réussisse à dominer l'ours, qui lui céda une place dans la grotte. Par la suite, l'ours devint même le compagnon de Colomban. Je suis pas sûr qu'on ait la même définition du compagnon. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une histoire plutôt sympathique sur la fin. Ah ouais, trop bien, ils deviennent amis. Le message, c'est pas du tout ça. Le message, c'est le saint domine la bête grâce à Dieu. Même le calendrier a été modifié pour effacer toute trace de rituel païen en faveur de l'ours. On a remplacé les dates de moments ou rituels païens par des fêtes de grands saints. Comme par exemple le 11 novembre, c'était la date où l'ours entrait dans sa tanière, donc l'hivernation, c'est devenu la Saint-Martin. La lutte menée contre cet animal est devenue carrément obsessionnelle. Elle était présente partout, jusque dans les rêves, oui, dans les rêves. Un écrit du XIIe siècle a été retrouvé et racontait le rêve prémonitoire du moine Hermann à propos du moine Henri, son voisin. C'est parti, écoutons les prémonitions du moine Hermann. Le moine Henri buvait beaucoup. Il était instable, menteur, simulateur, vicieux, bref. Il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de qualité, ce monsieur. Une nuit, le moine Hermann rêve que Henri dort et qu'un ours se trouve près de lui, les pattes avant sur sa poitrine et le museau près de son oreille. À la suite de ce rêve, Henri quitte l'église et devient jongleur. Le rêve se veut alors prémonitoire dans le sens où l'ours est vu comme Satan qui aurait détourné Henri de la sainte vie monastique. Oui, je rappelle que l'ours fait désormais partie du bestiaire infernal. Pauvre moine Henri, lui qui avait enfin décidé d'exercer sa passion.
Bon, maintenant qu'on s'est tous mis d'accord pour dire que l'ours est une créature des enfers, il manque quand même un petit quelque chose pour rendre cela encore plus effrayant. Des chiens géants avec des tentacules. Ou pire, des oiseaux mangeurs de chats. Ce serait vraiment horrible. Non, Jack, je te rassure, il n'y aura rien de tout ça, seulement quelques superstitions et légendes. À l'époque, les animaux dotés d'une fourrure sombre sont estimés inquiétants et funestes. Les animaux bruns sont d'ailleurs pires que les animaux à fourrure noire, car cette couleur réunit celle des flammes et des ténèbres. Ah ouais. Il n'avait pas que la fourrure des ténèbres, non. Pendant son hibernation, figure-toi que l'ours ne restait pas tranquillement dans sa tanière. Et non, il se rendait directement en enfer. Mais il a raison, il fait chaud au moins là-bas. Tout compris. Le côté velu signifiait que la créature était ennemie à l'homme et à l'église. Mais une fois la toison enlevée de la bête, cela devenait alors une richesse. Cela a constitué un commerce actif surtout dans les pays slaves et scandinaves. Le cuir pouvait alors servir à confectionner des bottes, des chaussures, les poils servaient aux vêtements ou aux couvre-chefs. Cela a même donné lieu à des battues paysannes, puisque cette ressource pouvait être une redevance féodale. Autre croyance importante de l'époque, les ours mâles seraient attirés par les femmes humaines. Ils les kidnapperaient et feraient des choses sans leur consentement. Par ailleurs, les femmes seraient fortement attirées par les ours mâles de par leur fourrure. Bah oui, je rappelle que nous, les femmes, sommes des êtres faibles et donc attirés, hypnotisés par cette fourrure tout droit sortie des enfers. Ah là là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et en ce qui concerne les mythes et les légendes, j'en connais qui sont assez doués dans le domaine. La mythologie grecque associe de 3 façons différentes l'ours à l'homme. La première étant par la métamorphose. Est-ce que tu connais l'origine des constellations de la grande et de la petite ours ? Eh bien, si tu ne la connais pas, je vais te raconter une petite histoire. Il y a plusieurs versions, mais dans celle que je vais présenter, ça commence avec Callisto, une nymphe qui chassait aux côtés de la déesse Artémis, déesse des bêtes sauvages, mais surtout des ours, et qui, tout comme la déesse, avait fait vœu de chasteté. Un jour, Zeus croisa son chemin, donc le chemin de Callisto, et en tomba directement amoureux. Mais il avait connaissance du vœu de chasteté de Callisto. Alors, il prit l'apparence d'Artémis pour pouvoir s'en approcher. Ainsi, il la prit par surprise et s'unit à elle. Callisto tomba alors enceinte. Suite à cela, tu t'en doutes, la déesse Artémis est très en colère et décide donc de transformer Callisto en ours. Comment ça, c'est pas de ta faute? Mais on s'en fiche! On a des légendes à écrire, nous, ok? Donc, tu te transformes en ours et tu fais ce qu'on te dit. C'est pas vrai, ça! Des années plus tard, l'enfant, Arcas, désormais roi d'Arcadie, ayant bien grandi, était en train de chasser lorsqu'il a failli tuer sa mère, qui était transformée en ours. Zeus, assistant à la scène, le transforma alors en ourson et les fit monter sur la voûte céleste pour les protéger tous les deux, ce qui donna donc la petite et la grande ours. Dans une autre version, ce serait Héra, femme de Zeus, qui serait la cause de la transformation de Callisto suite à sa jalousie envers elle. Bien, maintenant qu'on en a terminé avec les constellations, qu'est-ce que la mythologie a d'autre en réserve ? Ah oui, en deuxième point, on a donc l'ours maternel. Ici, on va avoir 2 exemples avec Atalante, héroïne avec des qualités physiques exceptionnelles, qui a été abandonnée car son père ne voulait que des garçons, et alors a été trouvée par une ours. En deuxième, on a Paris, sa mère ayant fait un rêve prémonitoire dans lequel son enfant finirait par détruire Troie. Son père décida de s'en débarrasser pour contrer cette prémonition. Le serviteur à qui on a confié cette tâche n'a pas pu se résoudre à le tuer et a préféré l'abandonner. Il fut alors lui aussi trouvé et élevé par une ours. Ok, donc là on a des mamans ours plutôt mignonnes et il nous reste donc les amours monstrueux. Pour cette partie, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Céphale.
Céphale, c'est un jeune chasseur qui n'a pas réussi à avoir d'enfant avec Procris, sa défunte femme. Cependant, il souhaitait avoir un fils et alla consulter l'oracle de Delphes. Celui-ci lui conseilla de s'unir avec le premier être féminin qu'il croiserait sur la route du retour. Alors accrochez-vous bien, parce que qu'est-ce qu'il croise en premier? Une ours. Donc, il fait ce que lui a dit l'oracle, hein. Il s'unit à elle et elle va lui donner un fils, Acrisios, qui comptera parmi ses descendants un personnage hors du commun, Ulysse. Ah, il se posait pas trop de questions à l'époque, hein. Donc si on récapitule, on a 3 visions. Celle de l'ours vu comme une punition, une maman plutôt protectrice et des fusions assez peu probables. Voyons maintenant comment cet animal est vu dans d'autres régions du monde. Nous allons à présent nous intéresser au Lapon et à un peuple autochtone du nord du Japon, les Ainu. Chez eux, il y a une grande place de fête au sacrifice de l'ours, cérémonie qui sera précédée de chants, de danses, de simulations et de prières. En effet, ils le vénèrent tellement qu'ils procèdent à un sacrifice. Il y a avant ça une chasse qui dure plusieurs jours et dont les femmes sont tenues à l'écart. Pourquoi ? Parce que l'ours est vu comme un animal qui est capable de comprendre le langage et que les femmes, selon eux, ne savent pas tenir leur langue. Elles ne participent donc pas à la chasse. Au retour des hommes, les femmes les accueillent en leur crachant dessus pour neutraliser les puissances dangereuses acquises au contact de la bête sauvage. Donc avant ça, elles ont auparavant mâché de l'écorce d'aulne ou de bouleau, qui sont des essences purificatrices. Après cela a lieu un banquet, avec un méticuleux partage des viandes et des organes selon le sexe, l'âge et le rang des convives. Le partage est d'ailleurs fait par celui qui a découvert l'ours en premier, qui est désigné comme le héros de la soirée et qui se réserve donc le cœur, l'organe le plus noble. La bile, quant à elle, est mise de côté car elle sert à préparer des breuvages procurant force et santé. On a vu que dans pas mal de peuples, la bile est utilisée pour nombre de breuvages, de remèdes, etc. Pour terminer, il procède aux funérailles de l'animal, qui est très respecté, encore une fois je le rappelle, en s'efforçant de reconstituer son squelette. Il y a également un rite de purification et une période de deuil de 3 jours. Oui, c'est vraiment important pour eux. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu évoquer auparavant, comme quoi les kilomètres peuvent vraiment faire une différence entre les croyances des peuples. Pour terminer sur les légendes, tu dois sûrement connaître l'expression « un ours mal léché ». Cela vient du fait que selon les croyances de l'époque, les ours femelles léchaient leurs petits pour leur donner progressivement une belle forme d'ours, car quand ils naissent, ils ressemblent plus à de gros rats. Donc t'as compris, un ours mal léché ne ressemble à rien. Ces légendes nous montrent qu'il subsiste encore 2 façons de penser très distinctes, celle qui vénère encore l'ours et celle qui en a peur, qui voit ça comme une punition, comme quelque chose de monstrueux, etc. Alors, ça va avoir tendance un petit peu à se calmer, mais pas forcément pour le mieux. Un roi humilié devenu attraction. Celui qui était autrefois symbole de courage, de force, qui était vénéré, devient petit à petit un animal comme les autres. À partir du XIIIe siècle, l'ours n'était plus offert en cadeau au roi. Ceci était laissé aux petits seigneurs. Désormais, il était offert un autre animal, le lion, qui finira d'ailleurs par prendre sa place sur le trône. En effet, il fallait bien trouver un remplaçant, mais tout cela sera expliqué dans un autre épisode consacré au lion. Par ailleurs, dans les cirques romains, les projecteurs n'étaient plus braqués sur l'ours, mais également sur le lion. Malheureusement, la chute ne va pas s'arrêter là pour notre pauvre compagnon. On aurait préféré qu'il reste dans l'oubli, ça aurait mieux valu pour lui, mais on va lui trouver d'autres utilités qui conduiront à son humiliation la plus totale. L'ours va alors intégrer le monde des jongleurs et des montreurs d'ours. Ici, il sera décrédibilisé, doté d'une muselière et exécutant des tours ou des danses absurdes, mettant alors en avant sa lourdeur et sa maladresse. Il aura également un anneau au nez, il sera dégreffé et il aura les canines rognées. Il faut savoir que pour les faire danser,
Cela passe par un conditionnement, c'est-à-dire que les oursons étaient posés sur des braises ou des plaques de métal très chaudes au même moment où l'homme jouait d'un instrument, instaurant alors un réflexe. Ouais, pas très éthique, on est d'accord. Alors que l'Église dénonçait les jeux et les pratiques qui associaient l'homme et l'animal, comme les rituels païens, les déguisements d'animal, etc., et bien pour ce qui était des jongleurs et des montreurs d'ours, l'Église montrait une certaine tolérance. Tout ça s'explique car, ceux-ci étant eux-mêmes mal vus, l'association avec l'ours était parfaite pour descendre encore un petit peu plus l'ours de son piédestal. L'animal était d'ailleurs parfois attaché à un poteau muselé et attaqué par des chiens, n'ayant alors plus rien à voir avec l'animal féroce et courageux d'autrefois. La dévalorisation de l'ours va même passer par son poids. Oui, c'est pas réservé qu'aux humains, ouais. L'obésité va alors devenir un péché, ce qui nous amène à l'association de l'ours au péché. Tout le monde connaît un petit peu les péchés capitaux, j'imagine. Eh bien, sachez qu'il a été associé à ça. À cause des croyances humaines, l'ours a clairement été victime de son succès et il a été associé non pas à un péché capital, mais à 5 sur 7, donc presque tous quoi. Les péchés sont les suivants. On a la luxure, la goinfrerie, la paresse, la colère et l'envie. L'ours ne fait désormais donc plus du tout peur, c'est même l'inverse, c'est lui qui aurait peur de l'être humain. Schéma assez récurrent quand on y pense au vu de la bêtise de l'homme. Ok, donc là, on a clairement atteint le fond. Il n'y a vraiment plus rien de prestigieux en cet animal, et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, son image n'est pas si atroce que ça, et même dans certains cas vraiment positive. Mais du coup, comment on en est arrivé à l'image qu'on a de lui aujourd'hui ? On ne sait plus quoi en penser. Fort heureusement, dans tout ce qui existe sur cette planète, il y a toujours des exceptions. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour penser par lui-même et peut-être changer les façons de penser. Par exemple, si nous remontons un peu le temps, nous pourrions rencontrer Jean de Bury, une exception du Moyen-Âge. Jean de Bury était un prince français ayant vécu de l'an 1340 à l'an 1416. Contrairement à l'avis général, il admirait les ours, et même il en possédait. Il était proche d'eux et notamment de son dernier compagnon, Valentin, qu'il fera d'ailleurs sculpter au pied de sa crypte pour être éternellement à ses côtés. Beaucoup trop mignon. Donc bravo Jean, et merci à toi pour cette belle preuve d'humanité. Oui, merci Jean, c'est cool. Oui, merci Jean. Ok, c'est bon, merci, ça ira comme ça, sinon je vais jamais pouvoir terminer. Bien, petite parenthèse pour rappeler qu'il y a aussi une phase où l'ours s'est fait un petit peu oublier au profit d'autres espèces plus exotiques, suite à la découverte notamment des mondes lointains comme l'Amérique. Ah oui, l'être humain aime la nouveauté, il faut pas l'oublier. J'ai évoqué le fait que l'Église voyait d'un mauvais œil le fait de se déguiser en ours. Et ben ça va un petit peu s'adoucir, mais pas forcément pour des raisons super éthiques. Il subsistait toujours l'idée que les femmes étaient attirées par les ours, et les hommes en profitaient donc pendant les fêtes calendaires pour se déguiser en ours ou tout du moins en être pileux. Parce que oui, on adore les poils. Voilà, faut le savoir. Ils effectuaient alors des danses, jouaient à leur faire peur, puis faisaient semblant ou pas de faire des trucs pas très cool. Ouais, c'est pas super glorieux. Mais du coup, la vision de l'ours est un petit peu plus détendue qu'auparavant puisqu'il est désormais toléré de se déguiser. Dans le même domaine, il existerait des histoires vraies, entre guillemets, qui auraient traumatisé des villages entiers, comme celle d'Antoinette par exemple. Dans le village de Naves, j'espère que ça se prononce comme ça, dans le diocèse de Moutier, vit Antoinette, alors âgée de 16 ans. Pour aider ses parents, elle travaille à la ferme et monte régulièrement les brebis dans les hauteurs, loin du village. Tu le sens arriver, hein ? Un soir d'avril 1602, celle-ci ne rentre pas. Oh non, Antoinette! Me dites pas que c'est pas vrai! Toutes les recherches ne mènent à rien
et ce n'est que bien plus tard qu'on apprendra ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-nous, le suspense est insoutenable. Évidemment, c'est un ours qui s'empara d'Antoinette et qui l'emmena alors dans sa caverne, dont il obstrua l'entrée en faisant rouler une énorme pierre. Eh, malin l'ours, hein? La jeune fille fut alors séquestrée, violentée. L'ours qui en était tombé amoureux prenait des plaisirs charnels monstrueux. La journée, il sortait de la caverne pour aller voler dans les villages, ce dont la fille avait besoin, donc nourriture, vêtements, etc. Mais quand même prévenant, hein, c'est sympa, hein, faut le noter. Elle y resta prisonnière pendant 3 ans, jusqu'au jour où 3 hommes du village décidèrent d'aller couper des sapins plus haut qu'ils n'en avaient l'habitude. Antoinette entendit alors les voix et se mit à hurler. Les hommes sont alors allés chercher du secours et ont réussi à la délivrer. Seulement, la nuit même où celle-ci fut délivrée, l'ours descendit de la montagne jusqu'au village en criant qu'il voulait qu'on lui rende sa femme. Il répéta ce schéma plusieurs nuits d'affilée jusqu'à ce que les villageois l'attendent et le mettent à mort. Ouais, c'est certain qu'avec des histoires pareilles, la réputation de l'ours ne va pas s'améliorer. Mais on note tout de même l'imagination débordante dont fait preuve l'être humain. Faut voir le bon côté des choses. En 1668 apparaissent les premières fables de La Fontaine, très connues par tout le monde j'imagine, dans lesquelles l'ours apparaît toujours comme paresseux, stupide, gourmand ou encore maladroit. Comme dans la fable, je ne sais pas si tu la connais, de l'ours et l'amateur des jardins, de 1678. Donc si tu la connais pas, c'est l'histoire d'un ours qui se lie d'amitié avec un vieillard, et pour résumer, l'ours prend comme habitude d'éloigner les mouches de son compagnon lorsque celui-ci fait la sieste. Plutôt sympa. Mais un jour, l'une d'elles se pose sur le nez de son ami et, pensant bien faire, l'ours l'écrase en lançant un énorme pavé sur son visage, le tuant sur le coup. La morale est donc la suivante, rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami, mieux vaudrait un sage ennemi. Donc il apparaît ici comme maladroit, borné et nuisible. Par la suite, des expressions sont d'ailleurs apparues comme lancer le pavé de l'ours ou rendre un service d'ours. Pour ce qui est du côté positif, l'ours est toujours resté un emblème à Berne, Berlin et Madrid, puis au 19 et 20e siècle est apparu l'ours russe. L'ours n'est pas l'emblème de la Russie comme certains peuvent le penser, mais il reste un symbole associé à ce pays. Pourquoi, tu vas me dire? Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. Petit listing. Le dressage d'ours dans les pays de l'Est, et comme on aime faire des raccourcis, pays de l'Est égale Russie, on a les caricatures, notamment en Angleterre, on a choisi l'ours pour symboliser la Russie, et les autres pays ont suivi comme les États-Unis pendant la guerre froide. L'ours est la mascotte de la Russie lors des JO de 1980 et le parti politique Russie Unie de 2001 possède un ours comme emblème. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'arguments? Moi je trouve ça plutôt convaincant. On s'aperçoit donc avec tout ça que l'image, la réputation de l'ours est assez instable. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais tout de même c'est pas encore la gloire et les honneurs. Pour clôturer cette partie symbole et croyance, nous allons nous diriger tranquillement vers le pays des rêves. Dans la symbolique des rêves, l'ours représente la protection de soi-même ou de sa famille. Il y a néanmoins, comme dans tous les rêves, des façons différentes de les interpréter en fonction de soi, de comment se passe la scène, des événements vécus dans la vie réelle, etc. Quelques petits exemples si ça t'intéresse. Si tu rêves d'un ours qui hiverne, tu as besoin de solitude et d'évasion. Si tu vois un ours en captivité, un ennemi puissant s'apprête à t'affronter. Si tu chasses un ours, les obstacles seront vaincus. Et si tu vois la peau d'un ours, le côté matériel prend le pas sur ta vie affective. Et plus tard, tu vas en souffrir. Je trouvais ça plutôt sympathique de finir en douceur avec la signification des rêves avant d'amorcer les menaces et les solutions. Petit à petit, à cause de tout ce qui a été évoqué, on s'en doute, l'ours a commencé à être sérieusement menacé. Depuis l'an 1000, il a disparu de l'archipel britannique suite à une chasse intensive. Puis, il a commencé à disparaître de certaines régions en France,
comme le Massif central et les Cévennes au milieu du XVIIe siècle, des Vosges à la fin du XVIIIe, du Jura vers 1860 et en 1921, le dernier ours des Alpes françaises fut abattu. En 2007, le constat est alarmant. Il reste entre 220 000 et 230 000 individus dans le monde. La guerre entre l'ex-Yougoslavie et l'Albanie a également fait diminuer la population d'ours bruns à cause des bombes et des incendies. On a bien sûr commencé à s'inquiéter pour les ours bruns, mais comme d'habitude, trop tard, lorsqu'il a été menacé d'extinction. Il apparaissait dans certains musées comme s'il était déjà éteint. Heureusement, cette espèce survit, mais elle est toujours menacée par la surpêche de son alimentation favorite, à savoir le saumon, et notamment pour ses œufs qui constituent le caviar rouge. Des fermes d'élevage d'alevins ont été construites pour réalimenter les rivières du Kamtchatka ou d'Alaska et remédier à ce problème. Le constat est quand même là. L'ours brun est en danger critique d'extinction au niveau national et il ne reste qu'à présent 200 000 individus à l'état sauvage dans le monde. Un espoir pour Teddy. Il est temps d'aborder le rôle écologique de l'ours et des solutions qui ont été mises en place. J'ai également gardé une petite histoire fort sympathique pour terminer cet épisode. Donc l'ours, il faut savoir que c'est une espèce parapluie, dont la protection permet la sauvegarde d'un grand nombre d'autres espèces et notamment des plantes. Selon une étude menée dans une université de l'État de Floride, l'ours, en ravageant méthodiquement les nids de fourmis, provoque la diminution des mangeurs de feuilles, donc il protège les plantes. Les grands carnivores en général sont des indicateurs fiables de l'état de santé de l'environnement, puisqu'ils sont les premiers à disparaître lorsqu'il y a un déséquilibre. La présence de l'ours est donc la preuve d'un environnement riche et diversifié. Il aura fallu attendre le XXe siècle pour que notre compagnon retrouve une bonne réputation. Pas celle d'un guerrier redoutable, mais plutôt celle d'un ami réconfortant. Il va alors apparaître sous une nouvelle forme, celle d'un jouet, d'une peluche, pour le plus grand bonheur de nombreux enfants. Il n'est presque jamais apparu sous cette forme auparavant car on ne voulait pas que cela conduise à l'adoration de cet animal. Pour la petite histoire, est-ce que tu sais d'où provient l'invention de l'ours en peluche ? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, cela est fortement lié à la passion de l'ancien président des États-Unis, Theodore Roosevelt, la chasse. Oui, c'est la chasse qui a introduit l'ours en peluche. En effet, ce président aimait beaucoup chasser. Et un jour où il effectuait une tournée dans le sud des États-Unis, aux confins du Mississippi et de la Louisiane, il eut envie de chasser. Ce qu'il fit plusieurs jours de suite, mais malheureusement, ou heureusement, sans succès. L'entourage de Roosevelt semblait affligé et il fallait trouver une solution. L'un de ses collaborateurs eut donc l'idée de faire capturer un ourson et de l'attacher discrètement au pied d'un arbre, puis d'attirer l'attention du président à cet endroit. Mais Roosevelt, en voyant l'ourson, se refusa de le tuer et aurait même prononcé ces paroles : « Si je tue cet ourson, je ne pourrai plus jamais regarder mes enfants en face. » Ces paroles sont alors reprises par la presse et font le tour du monde. Également, un cartoon a été publié dans le Washington Star montrant le président épargnant ce petit ourson noir. Cela a fait tellement de bruit qu'un certain Maurice Michtom, j'espère que je le prononce bien, tenant une boutique de confiserie et de jouets, ayant vu le dessin du Washington Star, eut l'idée de confectionner, avec sa femme, un ourson qui évoquerait celui sauvé par Roosevelt. Mais c'est pas tout. Il eut aussi l'idée de demander à la Maison-Blanche l'autorisation de donner à cette nouvelle peluche le surnom affectif du président, à savoir Teddy, diminutif de Théodore. Cela lui fut accordé et c'est de cette façon qu'est né Teddy Bear en 1902. Les oursons pluches ont pris un tel engouement que ce sont même devenus des objets de collection avec des catalogues et des magasins spécialisés, des ateliers de réparation et même des musées leur sont consacrés, comme le Teddy Bear Museum à Dorchester en Angleterre. Pas mal comme remontée pour notre ami, non ? L'ours a par ailleurs pris sa place dans l'art avec par exemple Un matin dans une forêt de pins de Ivan Tchitkin ou en sculpture comme celle de Michel Bassompierre. Il a aussi beaucoup été représenté au cinéma avec par exemple Le livre de la jungle, Petit ours brun ou Frère des ours. Puisque l'ours est finalement redevenu apprécié et non redouté comme auparavant,
Des solutions pour le protéger se sont mises en place, à commencer par la protection de son habitat en Europe depuis 1992. L'ours lui-même est protégé par la Convention de Berne depuis 1979. WWF agit de son côté pour protéger le milieu de vie des ours bruns et accroître l'acceptation de ces animaux par les bergers notamment. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire qui aurait pu se terminer plus mal que ça. Il n'empêche qu'elle aurait pu être plus belle aussi. Et c'est pour ça que nous ne devons pas relâcher nos efforts pour protéger notre belle planète. En parlant de ça, je te mets comme d'habitude des liens d'associations de protection des ours bruns en commentaire, à savoir WWF, Pays de l'Ours et Great Bear Foundation. Merci de ton attention, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser tes impressions, à me suivre et à partager si ce contenu te plaît. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.